Bienvenue à Mémoire du passé. À Sainte-Agathe-des-Monts, les activités estivales et hivernales font partie de l'identité de la ville. On aime admirer les maisons cossues qui ornent le très réputé lac des Sables, autour duquel tout a commencé il y a plus d'un siècle. D'ailleurs, saviez-vous que Jackie Kennedy a probablement été cachée ici après le meurtre de son mari, le président américain John F. Kennedy, en 1963? Aujourd'hui, l'historien Michel Allard nous raconte cette histoire, en plus de nous présenter les gens derrière quelques-uns des bâtiments iconiques de la ville. Michel, on est sur la rue principale de Sainte-Agathe-des-Monts où il y a plusieurs commerces et au bout de la rue se trouve le lac des Sables autour duquel la municipalité s'est développée il y a plus de 100 ans. Et ce qui est particulier ici, c'est que ça s'est passé avant l'arrivée du train. Oui, mais il faut dire, il faut remonter un peu plus en avant. Il faut comprendre pourquoi Sainte-Agathe est une ville de service. Bon, vous savez, la colonisation du Nord, c'est fait le nom de la rivière du Nord. Puis on monte la rivière du Nord, puis on arrive ici. La rivière du Nord se jette dans le lac brûlé à côté. On ne peut pas aller plus loin. C'est juste des lacs, il n'y a plus de rivière. Ah, on regarde de l'autre côté, en arrière de nous, c'est la moraine de Saint-Narcisse. On l'oublie, ça. La moraine de Saint-Narcisse, ce sont des rochers que lorsque la période de glaciation s'est terminée, ils ont laissé des grands amas. Pas capables de passer là, mais tout à coup, on a un lac. Puis on le trouve beau, on le trouve intéressant. Et c'est là, au début, les gens venaient, mais il n'y a pas de route. Ils viennent à travers des sentiers, mais quand on va construire une route, il faut faire attention, disons un sentier un peu plus large, à partir de Sainte-Adèle jusqu'à venir ici, là, ça a commencé à fluer. Et en l'espace de quelques années, on s'est rencontrés avec plus de 300 personnes. Et pour faire un village, ça prend 300 personnes. C'est que dès 1862, Sainte-Agathe, c'est devenu un village. Une municipalité. Bien, une municipalité de village, excusez, une municipalité de village. Bon. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Comme on ne peut pas aller plus loin, puis tranquillement, ici, on a commencé à développer les terres autour. Deuxièmement, on a aussi tous ces colons-là qui ont besoin de services. Puis troisièmement, bien, il y avait ce qu'on appelle une frontier town. Ceux qui voulaient aller plus loin, il fallait bien qu'ils s'approvisionnent, etc. Et ici, on a Testard de Montigny, qui a fait un long voyage de Montréal jusqu'au lac de Miningue et qui écrit à Sainte-Agathe, on retrouve un notaire, on retrouve un médecin, on retrouve tous les métiers possibles. On a même 2 hôtels, dont une a le droit de vendre des boissons enivrantes. Or, tout ça, là, ici, ça fait que Sainte-Agathe est devenue tranquillement un lieu de service. Un lieu de service non seulement pour la population même, mais toute la population environnante. Alors là, avec les années, bien, ça s'est développé. Et vous avez eu, par exemple, en 1905, la fameuse église qu'on a construite là, parce qu'on voulait devenir diocèse. On s'est fait damer par Mont-Laurier, et puis ça n'a jamais été un évêché ici. Alors, avec les années suivantes, comme on le verra dans le reste du récit, Sainte-Agathe est devenue une ville, non seulement une ville de villégiature, mais aussi une ville de service. Michel, on se trouve devant la Villa Baumgarten qui a été nommée comme ça en l'honneur de l'homme qui l'a fait bâtir, Alfred F. Baumgarten. Mais ce n'était pas le premier homme bien nanti à s'établir ici. Non, il faut dire une chose. Un grand changement va se passer. 1892, le train arrive. Et là, c'est facile de s'en venir ici. On peut facilement venir. Il y avait le comte Augier d'Ivry qui, lui, quelques années avant, c'était un Belge, qui avait construit un grand domaine à Ivry. Le premier ici, dans la région, qu'on connaît, c'est Olivier Rolland, qui fait partie de la fameuse famille Rolland qui a donné le nom à Mont-Rolland. Bon. Et là, à un moment donné,
il y a Baumgarten qui arrive. Baumgarten, c'est un homme important. C'est le président de la raffinerie la plus importante de sucre à Montréal. Donc, on l'a surnommé le roi du sucre. On le surnomme le roi du sucre. Et lui, il ne se contente pas juste d'acheter un petit terrain, il achète toute la terre de M. Saint-Aubin, qui était un des premiers colons qui est arrivé ici à Sainte-Agathe. Or, il achète au complet. Là, il faut construire. Il faut construire, mais lui, il va chercher les frères Maxwell. Les frères Maxwell, c'était, à l'époque, des très grands architectes. Ils ont construit à Montréal des choses importantes comme le Ritz-Carlton. Ils ont construit aussi le Musée des Beaux-Arts, etc. Et les Maxwell viennent ici, construisent cet édifice-là, qui est un édifice qui, si on regarde comme il faut, qui rappelle un peu un édifice suisse, mais qui est quand même original. Et là, Baumgarten, il ne se contentera pas de rester, il va continuer à exploiter la ferme. Un peu plus loin, il y avait une grange étable. Et puis, il continue à exploiter la ferme. Et là, il fait ça pendant plusieurs années. Mais il faut dire qu'il n'est pas tout seul. Non, il y a eu des bourgeois qui sont venus s'établir ici. Est-ce Oui, que c'était que oui, des Américains? Il y en a des bourgeois, mais oui, ici à Sainte-Agathe, il y en a plusieurs. Vous avez des juges, vous avez des hommes politiques qui sont tout autour du lac, dont en particulier Athanas-David, de l'autre côté du lac. Bon, donc il y avait des juges, il y avait des hommes politiques, il y avait le président de la Merchant Bank, il y avait le maire de Montréal, il y avait Le président du club de hockey? Ah oui, c'est vrai, je l'oubliais, celui-là, le sénateur Raymond, qui est venu plus tard s'installer ici. Fait que ça veut donc dire que vous avez, ce sont des gens qui font partie de ce qu'on appelle la bourgeoisie de Montréal, à majorité anglophone, mais il y a quand même certains francophones qui sont là-dedans. Alors, eux autres, ils vont, dans le fond, acheter presque toutes les terres qui sont autour du lac des Sables. Mais ça ne s'est pas limité au lac des Sables. Vous en avez qui sont installés au lac Brûlé, il y en a qui sont installés au lac à la Truite, il y en a qui sont installés au lac Manitou, un peu plus haut. Alors, ce qui veut donc dire qu'ici, là, c'est devenu un endroit privilégié pour les villas, qu'on dit les villas cossues, d'autres disent les villas de luxe. Bon, donc vous avez tout ce groupe-là. Mais c'est pas tout le monde qui voulait se construire une villa. C'est pas tout le monde non plus qui avait les moyens nécessaires pour se construire une villa. Or, il y avait à Sainte-Agathe quelques hôtels, mais des hôtels qui étaient plutôt pour du monde de passage. Et là, on va construire des hôtels de villégiature. La première, c'est le Castel des Monts, qui est sur une petite île près de la place Lenier. C'est celle-là important. C'est un monsieur Beaulieu qui l'a construit et qu'à un moment donné, il y avait presque 60 chambres là-dedans. Ça va être suivi par d'autres hôtels qui vont avoir lieu autour. Vous avez l'hôtel Maurice, vous avez le Laurentide, etc. Or, ce qui fait que vous avez un type de clientèle qui est assez nanti et qui reste soit dans des villas, soit dans... ils viennent à l'hôtel, puis ils restent à l'hôtel pendant une semaine, 2 semaines, etc. Or, ces hôtels-là, bien, c'est sûr que les gens ne viennent pas uniquement pour... Ils viennent pour se reposer, viennent pour pratiquer certaines activités nautiques, etc., etc. Bon, ce qui veut donc dire que c'est tout ça, ça a permis le développement du tourisme ici à Sainte-Agathe. Mais quelque chose aussi que, à un moment donné, vous connaissez John Kennedy? Oui. Vous savez que John Kennedy s'est fait tuer, s'est fait assassiner. En 1963. Et là, son épouse, Jackie Kennedy, oui. Bon, on croyait au début, peut-être c'est ça ou pas, on croyait que John avait été assassiné par la PEG. On dit, si on assassinait John, ils vont peut-être vouloir assassiner son épouse. Fait que là, d'après ce qu'on sait, ils sont venus la cacher ici, dans une villa qui appartenait aux Timmins. Alors, semble-t-il, le père Timmins était ami avec le père Kennedy, le père de John. Or, elle est restée cachée là pendant 15 jours, puis après ça, bien, elle est revenue sur la place publique. Mais on n'a pas, si vous voulez, de preuves écrites. Or, qu'à ce moment-là, on dit toujours, c'est probable.
Michel, on est devant l'auberge de la Tour du Lac. Et là, on retourne à une époque fin 19e siècle où il y a une pandémie, la tuberculose fait des ravages. Et le bâtiment ici a été témoin de cette époque-là. Oui. Voyez-vous, ce bâtiment a été construit par Mademoiselle Wong. Son histoire. Mademoiselle Wong, elle demeure à New York. Elle lit dans le journal Harper, la revue Harper, qu'à Sainte-Agathe, c'est là que l'air est pur. Et vous savez qu'à ce moment-là, le seul remède qu'on a contre la tuberculose, c'est l'air pur, de préférence en montagne. Fait que là, elle vient faire un tour ici, vient voir une couple de fois, et puis elle construit cette maison qui va servir de convalescent. Il faut dire qu'en même temps, presque en même temps qu'elle vient ici, on avait conçu le projet de construire, de faire un parc à Tremblant, ce qui est devenu le parc du Mont-Tremblant. Puis on avait prévu de désenclaver une partie du parc pour faire un sanatorium. Alors, c'est quoi un sanatorium? C'est un endroit où on réunit, on envoie les gens qui souffrent de tuberculose. Donc, Mont-Tremblant. Mais on s'aperçoit une chose. Tremblant, là, la voie de chemin de fer est loin de la montagne. Ça prend au moins 2 heures, 2 heures et demie se rendre en train. On décide de s'en venir à Sainte-Agathe. Et c'est là qu'on va concevoir que Sainte-Agathe va devenir un endroit. D'autant plus que Mademoiselle Wong, en s'installant ici, elle va écrire « Sainte-Agathe, l'air est comme du champagne. » Et je rajoute « ça enivre ». Bon, en tout cas. Donc, on vient ici, et là, il y a des premiers sanatoriums qui vont être construits. Dr Richer, un sanatorium Kem. Et ça va amener, si vous voulez, des gens qui viennent se soigner ici. Viennent se soigner ici, et mais Mme Wong, elle apprend des gens qui sont des convalescents. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont, si vous voulez, qu'ils ont commencé, pas tout à fait guéris, mais qui viennent quand même en convalescence. Et sa maison, et un autre qu'elle va construire, elle va appeler ça Quintina. C'est-à-dire ici, la santé. Or, on a ça ici à Sainte-Agathe. Mais il y a eu 2 autres plus gros sanatoriums. Oui, il y en a eu 2, puis il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs sanatoriums. Il y en a 2 qui ont été très importants. C'est le Laurentian Sanatorium, qui est sur l'emplacement où est l'hôpital aujourd'hui. Il reste un bâtiment. À un moment donné, il y avait 5 bâtiments. Là, c'est le gros sanatorium, il était là. Il y avait, et c'était Lorne McGibbon, dont on va parler un peu plus tard, qui avait financé en partie la construction. Et cet sanatorium était rattaché au Queen Edward Hospital de Montréal. Fait que donc, les gens venaient ici. Le deuxième, c'est le Mont-Sinaï. Le Mont-Sinaï, qui est un très beau bâtiment, et qui était construit à la limite entre Val-David et Sainte-Agathe. Et là, à côté d'une station de train, le train arrêtait là. Et on a des textes assez émouvants de Monteker-Riker, l'écrivain, qui dit bien souvent, les gens qui descendaient là, c'était leur dernier voyage. Bon. Et qui l'avait financé, le Mont-Sinaï? Mont-Sinaï, ah oui, c'est Mortimer Davis. Oui. Mortimer Davis, qui lui aussi avait sa maison, l'autre côté du lac. Lui aussi avait un grand, grand domaine, presque aussi grand que celui de Stonehaven, et lui a financé. Et ce bâtiment-là, qui était dans le style de l'Art nouveau, a été détruit récemment. Fait que donc, vous avez tout ça qui fait que Sainte-Agathe, là, ça devient un peu le royaume de l'air pur. Et donc, c'est pour ça, je pense, qu'on observe à Sainte-Agathe une architecture très propre, les vérandas. Oui, mais avant de parler de l'architecture, je vais parler des autres. Il y a d'autres sanatoriums. Par exemple, les Sœurs Grises avaient un sanatorium un peu plus pas loin d'ici. Fait qu'il y a plusieurs communautés religieuses qui sont venues s'installer dans la région pour leurs sœurs malades. C'est leur sœur ou leur frère ou les curés qui étaient malades. Et vous avez raison. L'architecture. Quand vous vous promenez sur la rue principale de Sainte-Agathe et sur la rue Saint-Vincent, vous remarquez qu'il y a des vérandas. Oui. Bon, les vérandas ne sont pas chauffés. Or, il y a des citoyens qui accueillaient des gens qui avaient eu la tuberculose, mais qui étaient en voie de guérison. Et l'hiver, on les plaçait là l'après-midi, on les enveloppait dans des couvertes de laine, on ouvrait toutes les fenêtres, tous les châssis, pour qu'ils soient à l'air pur. Or, c'était, si vous voulez, la seule façon de se soigner. Aussi, ce que ça l'a amené, on oublie ça souvent, c'est que quand votre parent, votre oncle, votre tante, votre mère, votre père, votre frère, vos enfants, et quand on les hospitalisait ici, bien, on venait visiter. Alors, ces gens-là, souvent, louaient un chalet pour l'été. Ou après ça, bien,
se construisaient un chalet. C'est qu'il y a eu une population à la fois francophone, à la fois anglophone et à la fois juive, si vous voulez, qui n'étaient pas des gens nécessairement très riches, mais qui sont venus ici pour être en compagnie des gens de leur propre famille. Et puis, il y en a plusieurs qui sont restés. Et c'est pour ça que vous avez eu une deuxième couche de population qui s'est venue s'installer à Sainte-Agathe. Finalement, pour finir, ça a été réglé qu'on a inventé, on a trouvé un vaccin, le BCG, dans les années 1940. Et c'est là que tout le monde étant vacciné, bien là, la tuberculose a descendu. Et ici, à Sainte-Agathe, bien, la population est restée. Michel, on est au mont Sainte-Agathe, anciennement le mont Kingston. Et le mont a été en opération pendant une trentaine d'années. Mais malgré sa fermeture en 1995, on considère que Sainte-Agathe a joué un rôle important dans le développement de la pratique du ski. Pourquoi? Oui, vous avez parfaitement raison. Parce que ce mont-là, on l'appelait le mont Kingston. Puis après ça, on l'a appelé le mont Sainte-Agathe. Bon, mais il faut dire qu'il faut monter plus loin pour comprendre l'histoire. Mademoiselle Wong, dont on a parlé tout à l'heure, elle, dans ce qu'elle écrit, elle dit qu'elle a vu passer des skieurs à côté de chez elle. C'est le premier texte écrit qu'on a réellement, qu'on sait qu'il y a des skieurs qui viennent ici. Or, un peu plus tard, il y avait le Montreal Ski Club. Eux autres, c'était le premier club de ski à Montréal qui faisait du ski, si vous voulez, à Côte-des-Neiges, dans ces coins-là, s'est installé leurs quartiers généraux à Ivry. Et en 1905, et ça c'est important, c'est la première excursion de ski qu'on a documentée. Ils sont 4 qui sont partis d'Ivry, sont descendus jusqu'à Shawbridge en suivant la voie ferrée. Or, après ça, bien, les gens ont commencé à venir skier ici à Sainte-Agathe. Après ça, quelques années après, vous avez eu les trains de neige. Encore là, le président du Canadien Pacifique, c'est quelqu'un qui demeurait ici et qui avait sa maison ici. Fait que lui, comme on avait fait ça, on avait commencé avec le Canadien national du côté de Saint-Sauveur, bien ici, c'était le Canadien Pacifique. Et finalement, bien, tout ça fait que Sainte-Agathe, à ce moment-là, c'était un lieu de première. C'est développé beaucoup de centres de ski. Mais il est arrivé quelque chose de très important dans l'histoire du ski. Vous savez, le problème qu'on avait en ski, on montait, on descendait, puis on sautait. Mais monter, 1 minute de souffrance pour 2 minutes de plaisir. Fait qu'il y a ici un nommé Moïse Paquette. Moïse Paquette, c'est un garagiste, mais ce qu'on appelle un patenteux. Alors, Maurice Paquette, à un moment donné, il a pris un avion, il a enlevé les ailes. Et puis, le dimanche, il venait ici sur le lac des Sables, puis avec des câbles, puis les skieurs s'accrochaient en arrière, puis ils se faisaient tirer. Bon, après ça, il a commencé à jongler. Il dit, comment faire pour monter quelqu'un en haut? Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une automobile, il a enlevé les roues. Dans les jantes de roues, on passait un câble, et puis on met un poteau en haut, puis un poteau en bas, et puis on s'accroche après ça. On s'accroche après, on appelait ça un remonte-pente à câble, mais on disait rope to ou skito. Ça, c'était les mots à la mode. Alors, imaginez-vous, c'était parfait. Vous accrochez, mais attention, il ne fallait pas s'accrocher n'importe comment. J'ai les ai connus, moi, ça, ces affaires-là. Si tu mettais tes mains trop raides, tu partais comme un bon. Si tu étais tout seul, en haut, le câble de chanvre, il pesait 1 tonne. Si quelqu'un tombait devant toi, tout le monde tombait. Ah, en tout cas. Quand tu arrivais en haut, il n'y avait rien pour t'arrêter, pas de barrière de sécurité. Fait que si tu te sentais partir, il fallait que tu enlèves ta main, puis des fois, ta mitaine, elle faisait le tour. Mais nos mères, imaginez-vous, si tu avais des mitaines en laine, il n'y en avait plus au bout d'1 heure. En caoutchouc, ça prenait peut-être 2-3 jours. Mais ma mère m'avait fait coudre par le cordonnier un morceau de cuir ici. Donc, on pouvait achever à côté le câble. Il faut dire qu'il y a du monde, là, qui ne voulait pas monter là-dedans, parce que c'était plus difficile de monter là-dedans que de descendre simplement. Mais n'en demeure pas moins, Michel, que l'invention du remonte-pente à câble a fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, on a fait la différence entre ski de fond et ski alpin.
Oui. Et ici, à Sainte-Agathe, il reste un seul mont qui est encore utilisé, le Maximise, sur le chemin du Mont-Cascard, où on fait du ski acrobatique. C'est ça, vous avez raison, mais je voudrais rajouter une chose pour finir. Oui. C'est qu'en même temps que Paquette faisait ça ici, Alex Foster faisait la même chose à Shawbridge. Fait que là, c'est la discussion de savoir qui l'a fait avant l'autre. Mais moi, personnellement, je dis que c'est possible que les deux aient fait sans avoir aucun lien entre eux. Et ça a dû se faire à peu près à la même époque, autour des années 1930-1932. Michel, Stonehaven, c'est un immense domaine sur lequel Lord Medgibbon a fait construire le manoir ici derrière nous. Puis c'est impressionnant parce que sa vocation première, bien qu'il soit immense, c'était une résidence privée. C'était qui, ce monsieur? Oui. Lord Medgibbon, c'est quelqu'un qui a fait fortune avec le caoutchouc, puis qui est tombé en... Lui, il a eu la tuberculose. Il était à la Saranac Lake, il s'est fait guérir, il a été soigné. Il est venu ici, il a fait construire ça. Et il a contribué à construire le sanatorium de Sainte-Agathe. Et ce qui est important, c'est une des plus belles résidences anciennes qui demeurent. Or, par la suite, c'est immense. Ça va chercher même les petits lacs en arrière. C'est immense comme domaine. Mais quand McGibbon est décédé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Comme dans n'importe quelle succession. Et puis finalement, c'était vendu aux Oblats. Les Oblats, en fait, d'abord, c'est un endroit pour former les futurs Oblats, ce qu'on appelle un scolasticat. Après ça, c'est devenu un genre de sanatorium pour eux autres. Tous ceux qui avaient la tuberculose, tous ceux qui avaient d'autres maladies, ils les soignaient ici. Et finalement, c'est devenu une maison de retraite. Or, imaginez-vous, c'était une très belle maison de retraite. Une maison de retraite pour le public? Oui, c'est-à-dire que les paroissiens de différentes paroisses qui venaient ici, qui passaient une semaine à prier, et puis dans un décor fantastique. Alors, ça a été pendant longtemps la vocation, jusqu'à temps que les Oblats, à un moment donné, il n'en restait plus juste deux. Fait qu'ils l'ont vendu, ça a été vendu à des particuliers. Et après ça, les particuliers, ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, la ville de Sainte-Agathe a acheté une partie et il y a des particuliers qui ont acheté l'autre partie. Or, là, maintenant, c'est redevenu un hôtel, qu'on veut aussi qu'il soit un hôtel un peu dans la même ligne que des retraites fermées, mais pas pour prier, mais pour se reposer. Quand les Oblats ont vendu une partie de leur terrain à la ville de Sainte-Agathe, ils ont émis une condition. C'était qu'il soit utilisé à des fins récréatives. Donc, on a fait le terrain de camping, la plage Major et derrière nous, le théâtre Patriote. Ce qui est devenu le théâtre Patriote. Je vous dis ici, là, on est devant une véritable institution. L'institution, il y en a qui qualifient ça, le Patriote actuel, comme le berceau de la chanson québécoise. Mais au point de départ, c'était un théâtre, le théâtre de Sablières. Après quelques années, ça a été mis dans les mains de Bloomfield et Blais, qui, eux, avaient fondé à Montréal le Patriote de Montréal. Et ils ont, à ce moment-là, pris la gérance, si vous voulez, de cette organisation, du Patriote. Et là, ils l'ont rebaptisé le Patriote. Et c'est devenu l'endroit où tous les chanteurs québécois, les chansonniers, tout le monde venait ici. Le premier qui est venu, premier spectacle, c'est Gilles Vigneault. Et il venait ici, tout le monde venait ici avant pour préparer un nouveau spectacle avant d'aller à Montréal, à la Place des Arts, le présenter. Mais avec les années, si vous voulez, c'est une vieille grange. Elle s'est désintégrée et puis là, on a procédé à des rénovations et ça devrait ouvrir bientôt. Mais encore une fois, une institution qu'on a à Sainte-Agathe, une institution québécoise qui, espérons-le, va continuer pendant plusieurs années.
Michel, l'été, le Théâtre Patriote était très populaire, mais il n'y avait pas que là où les gens se rendaient. Il y avait le lac aussi, le bord du lac des Sables, où il y avait une panoplie d'activités estivales. Oui, ici, nous sommes, juste en face de nous, il y a une baie qui s'appelle la baie Cloutier. C'est pas pour n'importe quoi. C'est la famille Cloutier, très importante dans l'histoire de Sainte-Agathe, et c'est ce qui me frappe, c'est eux qui ont commencé le ski aquatique. Et le ski aquatique, il y en avait ici tous les dimanches après-midi, on donnait des démonstrations. On a fait plus que ça. On est allé en donner à Montréal, à l'Expo 67, au lac Rond. Il donnait, à la Ronde, il y avait un petit lac, puis il donnait une démonstration. Mais je voudrais vous parler de deux autres institutions de Sainte-Agathe. D'abord, à côté de nous, c'est le bateau Alouette. Le bateau Alouette qui existe depuis je ne sais pas combien de temps. On a des photos. Et tout le monde que je connais qui viennent à Sainte-Agathe ont au moins fait une fois dans leur vie un tour du lac. Un tour du lac où on explique un peu l'histoire de Sainte-Agathe. Or, le bateau Alouette, qui malheureusement depuis 2 ans, plus qu'un an arrêté, va continuer et c'est une véritable institution. Il y en a une deuxième aussi. Et celle-là, malheureusement, est disparue. C'était le carnaval d'hiver. Le carnaval d'hiver, voyez-vous, dans les années 1940, Sainte-Agathe est en compétition. On vient d'ouvrir Tremblant en 1939. Saint-Sauveur prend de l'ampleur. Sainte-Marguerite prend de l'ampleur. Et là, on décide comment est-ce qu'on va faire pour se distinguer des autres. Et on va faire un carnaval. Il commence à le faire, ça fonctionne plus ou moins. Mais tout à coup, il arrive quelqu'un d'extérieur, Adélard Rattel. Adélard Rattel, un gros monsieur, plein de vie, c'est surtout organisateur. Et lui a commencé, c'était un as de la publicité. Pour faire de la publicité pour le carnaval, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a pris un thème. Anciennes mœurs, anciens costumes, et les gens s'habillaient à l'époque. Là, il dit, ça nous prend des Américains. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des duchesses avec lui, pris un avion avec une boîte de boules de neige. Je sais pas comment ils ont fait pour la conserver, en tout cas. Bon, ils arrivent à New York, ils s'en vont devant l'hôtel de ville, puis ils font une bataille de balles de neige. Ça a fait le tour des États-Unis. Il a même passé à Ed Sullivan Show, qui était à ce moment-là le grand spectacle du dimanche soir. Or, Rattel revient ici, et là, on a organisé ce carnaval-là, qui durait longtemps, mais ce qui était intéressant dans le carnaval, c'est que c'était pas juste des activités, il y avait des activités sociales et sportives. Par exemple, il y avait une reine, aujourd'hui, voyez-vous, une reine, des duchesses, un palais de glace, et ça se déroulait en partie ici, puis en partie un peu plus loin, dans d'autres baies du lac des Sables. Alors là, c'était, bon, il y avait, le soir, il y avait des parties au Belmont, il y avait une parade qui se faisait dans les rues de la ville, il y avait des courses de motoneige, des courses de chevaux, il y avait des courses de... Ah, il y avait un palais de glace, parce qu'il y avait une reine, ça prenait un palais. Fait que tout ça, et même, il est allé plus loin. Hein, le bonhomme carnaval, pensez-vous qui était le premier bonhomme carnaval? Bien, c'est Rattel, ça vient de Sainte-Agathe, le premier bonhomme carnaval, parce que lui, il avait le physique d'emploi. Vous parlez du bonhomme carnaval, donc le carnaval de Québec, est-ce qu'il est inspiré? Ah, bien, les gens de Sainte-Agathe disent tous, c'est nous autres qui l'avons fondé, c'est nous autres qui l'avons créé, et Québec, ils nous ont imités. Bon, aller fouiller à Québec, ils vont dire peut-être l'inverse, mais en tout cas, bon, c'est que le bonhomme carnaval, c'est devenu le symbole. Ça a duré plusieurs années. Mais, que voulez-vous? La concurrence et les difficultés d'organisation ont fait que, tranquillement, le carnaval a perdu de sa popularité. Mais ça demeure encore dans la mémoire collective. Quand vous parlez aux anciens de Sainte-Agathe, ça ne prendra pas de temps qu'ils vont vous parler du carnaval, puis ils vont vous sortir certains incidents qui sont arrivés lors du carnaval. Et ça fait partie, si vous voulez, du patrimoine culturel. Dernière chose, avec Rattel, vous savez, dans les Laurentides, dans notre inventaire du patrimoine culturel, il y a 11 personnes, dont Adélard Rattel.